Bonjour Barbara, Bonjour. merci pour l'accueil, merci vraiment pour ce cadeau de vie, parce que c'est un livre qui parle au cœur. Un voyage autour de ce livre d'une petite fille qui est devenue une femme avec un parcours impressionnant, une femme chez laquelle toute personne pourrait se reconnaître. Comment est né ce livre? Écoute, ce livre, il est né depuis que je suis adolescente, où j'ai commencé à écrire petit à petit, à mettre ce que j'avais vécu plus jeune, ce que je continue à vivre. Il m'a un peu suivi en fait toute ma vie. Il y a des périodes où je l'ai mis en stand-by parce que c'était trop dur pour moi de mettre par écrit ce que je vivais, parce que dans un sens, l'écrire, c'est comme le revivre en fait. Et puis, lorsque ma tante est tombée malade, et que je l'ai accompagnée, elle m'a fait promettre en fait de le terminer, et puis que ça allait pour moi m'aider, puis être libérateur. Et c'est vrai que le fait d'écrire, ça m'a fait beaucoup de bien, beaucoup libéré, mais mon but c'était aussi de faire passer un peu un message, comme tu dis, de dire aux gens, voilà, tout le monde peut s'identifier dans certaines périodes de vie, mais rien n'est insurmontable, même si ça peut être très difficile. Et puis, je voulais aussi que certaines personnes, professionnellement, le corps médical, les policiers, etc., puissent se dire « Ah oui, j'ai déjà vécu ça, entre guillemets, j'ai déjà eu un cas comme ça, et j'aurais peut-être pu agir différemment, etc. » C'est vraiment mon but. Il y a beaucoup de résilience dans les différentes phases de vie où il a fallu réapprendre à se battre, où il a fallu réapprendre à sourire, à être heureuse malgré les situations. Cette petite fille, elle a toujours aimé la vie, finalement, malgré tout. Oui, elle a toujours essayé de s'en sortir et puis d'aller de l'avant. Et puis, j'étais aussi une grande sœur. Oui. Donc, je me devais pour mon frère et après pour mes frères d'être un peu la plus forte. Et puis, quand on est l'aîné, on doit un peu montrer l'exemple quand même. Oui. Et cette tante qui est pleine d'amour, qui est une vraie maman, hein, qui non seulement montre le chemin, encourage et accompagne, elle a été là tout le temps. Alors elle a été là tout le temps parce que j'ai grandi avec le cercle familial. Et puis elle a été là encore plus quand je suis partie de chez ma mère. C'est elle qui m'a recueillie, sinon je finissais en foyer. Donc clairement, c'est sûr que c'est elle qui m'a sauvée. Pour pas que je tourne mal, c'est elle qui m'a sauvée. J'ai vraiment envie qu'on puisse passer en revue les différentes phases, parce qu'il y a des moments où on peut se reconnaître à une phase particulière, à des questionnements particuliers. Par exemple, rebondir, se former encore et encore, se perfectionner, même face aux difficultés, pour surmonter et pour se permettre aussi une meilleure situation professionnelle et financière. Après, je pense que c'est aussi une question de personnalité. Je pense que d'avoir vécu ce que j'ai vécu étant enfant, ça m'a quand même formé un caractère. Je ne suis pas une personne qui abandonne, donc comme tout le monde, hein, j'ai des coups de mou aussi, où je me dis cette fois j'en peux plus, je laisse tomber, mais je dis toujours, je me laisse une journée, puis le lendemain, c'est reparti. Et dans la vie, on a deux choix. Soit on laisse tomber et puis on finit dépressif ou social ou pire, puis finalement tout s'écroule derrière nous. Ou alors on se ressaisit et on se donne les moyens de rebondir, même si c'est difficile. Il y a eu des milieux professionnels qui étaient financièrement plus intéressants que d'autres, mais qui n'étaient pas forcément ceux dans lesquels tu es resté. Quelles sont les raisons? C'était vraiment moral? J'aimerais vraiment que tu me parles vraiment de tes choix professionnels. Alors, faut savoir qu'à l'école, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés, même si je travaillais bien. Le monde scolaire, c'était pas tellement pour moi. Donc, l'apprentissage était pour moi une voie incroyable. Je n'avais pas de rêve de profession en soi. À part, je te l'avoue, être hôtesse de l'air, mais j'étais trop petite, donc c'était pas possible. Donc, j'ai dû choisir autre chose. Et comme j'ai dû être autonome très vite, jeune, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire comme métier qui m'assure un bon salaire pour que je puisse m'en sortir. Et puis pour moi, la banque, c'était le domaine, on aura toujours besoin de banque, je vais pouvoir y arriver. Et étonnamment, j'ai adoré. Je me suis vraiment épanouie dans ce domaine en faisant des formations professionnelles au sein de l'entreprise. J'ai été nommée cadre très jeune et j'ai vraiment adoré. Vraiment, c'était
à cette époque-là, la voie qui était pour moi. Et puis, les choses ont un peu changé. J'allais devenir maman. Donc, à ce moment-là, pendant ma grossesse, j'ai eu pas mal de soucis. Et puis, il y a eu des soucis avec un responsable qui n'a pas été correct sur la façon de gérer, entre guillemets, cette période. Donc, j'ai décidé de dire stop. Pour moi, voilà, ça liait à des valeurs. Pendant ma période d'apprentissage, j'ai eu des charges qui étaient importantes. Et puis, mon frère que j'ai dû prendre à charge parce que c'était sûr que lui aussi, j'allais pas le laisser partir en foyer autre. Et oui, j'ai fait certains choix. Mais c'est vrai que la vie est compliquée parce que tu as la facilité où tu peux gagner beaucoup d'argent, pas beaucoup de temps. Et puis de l'autre côté, j'ai dû compenser en travaillant les soirs et les week-ends, samedi, dimanche. Oui, c'est vrai que la progression est impressionnante. Cadre à 20 ans, avec un superbe salaire, tu aurais pu faire toute ta carrière dans la banque. Oui, c'est ce que j'aurais voulu, vraiment. Les questionnements sur le changement de carrière, pensant une femme ou un homme, face aux difficultés liées soit à l'encadrement, se dire je vais me former, je vais changer de milieu, ou je vais envisager la vie autrement, j'ai envie de développer des projets personnels, comment je les oriente. Et je trouvais ça très courageux parce que jeune, intelligente, dynamique et jolie, tout se présentait à toi et c'était quand même un tournant assez important. Et ce courage de ne pas avoir peur de recommencer. Alors, j'ai eu peur. Et je pense que la peur, c'est ça qui nous pousse à aller en avant, en fait. Et le changement fait toujours peur. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur dans le sens où si on ne se lance pas, ça ne changera jamais. On essaye et puis si on n'y arrive pas, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage et on fait autre chose. Je voulais beaucoup parler l'école sans classe. Donc tu parles de l'école à la maison, oui. Qu'on dit IEF, instruction en famille, que je fais avec mon fils depuis 3 ans. Ça a été au départ une obligation parce que mon fils a vécu beaucoup de harcèlement à l'école. Ça a été très très dur. Tu sais, quand tu es une maman qui est très proche de ton enfant, qui te dit tout, et puis qui tous les jours rentre en pleurant, rentre avec des marques, rentre avec des petits mots, avec des insultes dessus. Et puis, il avait quand même 9 ans, donc c'est pas... Oui, c'est petit. C'est petit, mais c'est pas un bébé non plus. Et puis qui s'accroche à la porte de la maison parce qu'il veut pas aller à l'école, c'est horrible pour une maman, c'est horrible. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait, d'aller voir les enseignants, d'aller voir les parents. On ne s'est pas senti autant soutenu que ce qu'on aurait voulu. Je ne veux pas que mon fils il se mette en danger pour l'école, surtout quand on connaît d'autres jeunes qui sont décédés, tellement ça a été loin. Donc, et c'est là que j'ai commencé à me renseigner parce que pour moi, je ne savais même pas que c'était possible. Je savais que ça existait pour les gens qui font par exemple le tour du monde. Ou qui sont itinérants, mais pas pour nous qui vivons ici dans un endroit fixe. J'ai contacté une association qui existe sur Genève, qui m'a beaucoup aidée, m'a donné les informations de savoir comment ça se passait, etc. J'ai rencontré des mamans qui le pratiquaient, tout ça pour un peu me rassurer en fait de savoir dans quoi je me lançais, parce que je t'avoue que au début j'ai pas eu le soutien de l'entourage, ni de son papa, ce que je comprends tout à fait parce que ça fait peur. Et moi-même, tu sais, il y a des soirs je me disais mais est-ce que je ne vais pas le mettre en échec scolaire? Est-ce que je ne vais pas lui faire perdre des années de vie pour rien? Est-ce que ce qui ressort souvent au début, c'est des gens qui disent « Ah, mais il n'aura plus d'amis, il n'aura plus de contact social, etc. » Et maintenant, 3 ans plus tard, eh bien, j'ai envie de te dire, si j'avais su, je l'aurais fait depuis bien longtemps. Vraiment. Et à toutes les familles qui maintenant nous contactent ou même me contactent en direct, je leur dis « Mais n'ayez pas peur. Honnêtement, lancez-vous. » Alors oui, c'est pas fait pour tous les enfants, on est d'accord, et pour toutes les familles. Y a des enfants à qui l'école, ça convient très très bien, et c'est tant mieux, parce que c'est le but. Il y a des familles où les 2 parents travaillent à 100%, ils ne pourraient pas faire l'instruction en famille. Ce serait plus compliqué, en tout cas avec des petits. D'accord, ça, il faut être clair. Donc maintenant, avec mon fils, ça se passe très bien. La première année, il faut un peu trouver le roulement pour se mettre en place. Bien sûr, au DIP, une demande d'autorisation pour le faire. Il faut présenter un plan d'études pour montrer qu'est-ce qu'on va leur faire, etc. Puis respecter le programme qu'il y a. Et une fois par année, ils sont convoqués au centre du DIP pour faire un examen, pour évaluer leurs capacités, voir s'ils ont bien acquis tout ce qu'ils ont besoin et passer à l'année suivante.
Donc, si j'ai bien compris, dans la plupart des pays européens francophones, c'est possible de mettre en place un programme de formation à la maison. Oui, et ça se fait énormément dans plein de pays. Alors l'Amérique est un des pays précurseurs, hein. Les pays nordiques aussi. En France, c'est en train de prendre un élan monstrueux. Je te cache pas que le confinement a fait que beaucoup de familles n'avaient pas le choix en fait de le faire. Du coup, ils nous appelaient déjà pour savoir comment on faisait. Et il y en a qui se sont rendus compte que c'était pas si compliqué et que leur enfant était tellement plus épanoui, ils apprennent tellement plus de choses et vont plus loin qu'ils ont continué à le faire. D'accord. Donc c'est génial, c'est vraiment génial. Encore un message d'espoir en fait. Exactement. Il n'y a pas de limite dans l'IEF. L'enfant apprend ce qu'il veut. À l'école, c'est normal, il y a beaucoup d'enfants dans une classe, ils doivent mettre un cadre et suivre le cadre. À la maison, on travaille déjà plus vite parce qu'on est deux. Mais un enfant qui te pose une question en disant, je te dis comme ça un thème, c'est quoi le Titanic, l'histoire, etc. Suivant dans quelle classe il est, la maîtresse va lui dire, je suis navrée, c'est pas le programme de cette année. T'en parleras peut-être l'année prochaine. Donc l'enfant, il est freiné. Oui. Alors qu'en IEF, pas en fait. Dès qu'il a un thème qui l'intéresse, on y va. Oui. Et puis, il y a aussi une grande complexité qui se crée entre les parents et les enfants parce qu'ils étudient ensemble finalement. Exactement. On réapprend plein de choses. On apprend plein de nouvelles choses aussi. Et puis, au début, c'est juste une façon de penser et de faire différemment parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais dans la vie, tout est apprentissage. Tu cuisines, c'est un apprentissage. Il faut prendre des mesures, c'est des mathématiques. Enfin, tout ce que tu fais dans la vie est apprentissage. Au niveau de la socialisation, les amis, oui. Comment ça se passe? Alors, c'est souvent ce qui fait un peu le plus peur aux gens de dire il n'aura plus d'amis. Pas du tout, en fait. Les amis qu'il avait déjà à l'école, il continue à les voir, ne serait-ce parce que déjà, on n'a pas déménagé de quartier. Donc, quand les autres ont fini l'école, lui, il sort, il va jouer dehors. Les mercredis, il continue. Alors, avant, c'était le centre aéré quand il était plus petit. Maintenant, c'est un local pour jeunes où il va, il les retrouve. Il fait toujours du sport sur la commune, donc pareil, il y retrouve ses copains. Donc ça n'a pas changé. Et j'ai envie de te dire qu'il a même plus d'amis qu'avant. Oui. Parce qu'en fait, via l'association, on fait énormément d'ateliers où les enfants de tout âge se retrouvent, nos enfants qui sont en IEF. Et ces enfants-là, en plus, ont une autre vision de la vie. Ils ne sont pas dans le jugement comme à l'école où tu n'as pas le dernier pantalon à la mode, tu es habillé comme ci ou comme ça. Ce qui fait qu'en fait, il a rencontré plein d'autres enfants qui sont comme lui, qui vivent comme lui et sans jugement. Extraordinaire, vraiment super. Je voulais aborder un thème qui est important mais qui est difficile, le coma éthylique, sans entrer vraiment dans le sujet principal, en tout cas sans parler des personnages directement. Oui, d'accord. C'est un fléau de société, hein. C'est quelque chose qui détruit. Ça détruit la personne en soi, bien sûr, même si elle ne le sent pas comme ça, mais ça détruit toute la famille, ça détruit tout l'entourage, ça détruit les enfants qui le subissent. Il existe des institutions qui sont là pour les aider, pour autant que déjà les personnes veuillent faire le premier pas. Ça, il faut le savoir. Ce qui est dommage, et c'est aussi l'expérience que j'ai vécue, c'est qu'une fois que la personne vient, en disant voilà, je veux essayer de me sevrer, il les garde quelques jours, mais les week-ends, les personnes sont libérées, si je peux dire comme ça. Ce qui fait qu'un alcoolique qui est alcoolique depuis des années va forcément retomber dans ses travers. C'est très dur pour les familles, c'est très dur quand on est enfant, d'arriver et de voir ce proche qui est dans le coma éthylique, de ne pas savoir quoi faire pour l'aider. C'est un fléau. Est-ce qu'à niveau des institutions, il y a vraiment un soutien, un encadrement, de l'aide pour les enfants? Alors, je ne veux pas parler pour toutes les familles, parce que chaque cas est différent. Je suis sûre qu'il y a des familles qui sont bien entourées. Dans mon cas, dans ce que j'ai vécu, ça n'a pas été le cas. On n'a jamais été soutenus. On a toujours été livrés à nous-mêmes. On n'était que des enfants. Et pourtant, c'était à nous, enfants, qu'on demandait si oui ou non il fallait que cette personne puisse sortir de l'institution. Ce poids moral est assez lourd. Bien sûr, on se sent démuni. Tu peux essayer de faire ce que tu veux, tu te sens démuni. Et on est dans une société où l'alcool est tellement facile d'accès que tu as beau essayer différentes choses, que j'explique dans mon livre, la personne qui veut boire, elle y arrivera toujours. On a tous une responsabilité parce que finalement, c'est
à des moments de fragilité où des fois il y a les plus grosses crises. Oui, et j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. C'est la personne qui doit, de toute manière, prendre les devants pour dire « je veux me faire soigner », ça c'est sûr. Mais sans entourage, sans soutien, que ce soit d'amis ou de famille, c'est pas possible. Ça c'est sûr, c'est clair. Oui. J'ai eu un vrai moment d'émotion en lisant le livre. Cette tante merveilleuse, pleine d'amour, une relation merveilleuse aussi entre vous. Et ça rappelle que dans la vie, l'amour est toujours là malgré tout et qu'il sauve. Oh oui. Oui, comme tu dis, ma tante, elle m'a clairement sauvée. Ça, c'est sûr, dans un moment de vie qui était très dur et compliqué. Même si on a beau être, faire toujours la personne forte qui va de l'avant, à ce moment-là, d'avoir quelqu'un sur qui je pouvais compter, c'est ce que j'avais besoin. Et plus que ma tante, elle est devenue pour moi ma maman de cœur, clairement. Ce livre aborde aussi la violence. Tu as pris des mesures pour protéger un membre de ta famille, un membre de la famille proche. Quel est le conseil que tu as à donner à des parents qui se retrouvent avec des enfants ou avec un membre de la famille en danger? Alors, pour moi, c'est deux cas de situation où la gestion n'est pas pareille. Quand ce sont des adultes, c'est sûr qu'il faut en parler. Il faut en parler, et quand tu es témoin, ou tu le sais parce que la personne t'en a parlé, que ce soit dans ton entourage ou dans ton cercle d'amis, comme tu dis, il faut dénoncer. Parce que la seule chose qui peut jusqu'à sauver la personne qui subit ces coups, c'est la loi, c'est la police, il n'y a pas de miracle. Mais il faut le dénoncer. Parce que la personne qui le subit, elle ne le fera pas. Ça, c'est une chose. Pour les enfants, il faut bien se rendre compte que les enfants, le nom, il est là, ce sont des enfants. Ils doivent apprendre, ils vont apprendre toute leur vie, oui. Mais c'est maintenant, pendant leur apprentissage de vie, qu'on doit leur enseigner ce genre de choses. Et il n'y a pas de miracle. On le sait, on le voit via les jeux vidéo qui sont violents, via les films, via des fois simplement un enfant qui a un grand frère, qui voit des films plus violents, lui va vouloir jouer à la guerre, à la récré, etc. Ils ne se rendent pas forcément compte de ce qui se passe. Mais il faut leur expliquer les choses. Et c'est là où, pour moi, il y a des soucis dans nos écoles. C'est que très souvent, les professeurs, malheureusement, sont brimés et ne peuvent pas expliquer cela aux enfants. Cela s'explique. Le harcèlement, c'est un mot, ça s'explique. C'est pas le fait d'en parler qui va donner l'idée à l'enfant d'harceler, de taper, etc. Non, il faut leur expliquer les conséquences que ça a derrière. Un enfant, ça s'accompagne. Et est-ce que, d'après toi, l'accompagnement, aussi bien de la part de l'entourage que des institutions, est suffisamment protecteur pour la victime? Non. Dans mon cas, non. Clairement pas. Déjà, chaque famille est différente. Tu as des familles qui vont prendre ça très au cœur, des personnes qui vont être peut-être comme moi, un peu maman poule, à justement être derrière, à surveiller, à lui parler, à lui expliquer dans les deux sens, parce qu'il peut se faire taper, mais il peut devenir agresseur aussi. Ça dépend déjà des familles, voilà, de comment elles s'impliquent dans la vie de leur enfant. Et puis ensuite, ça dépend des institutions, bien entendu. Quel était l'événement le plus incongru, l'événement qui te revient comme ça à l'esprit et qui t'a particulièrement marqué? Alors écoute, il faut que je t'explique le cadre qui va avec. Pendant ma grossesse, comme ça a été une grossesse difficile, où je risquais de le perdre, j'étais complètement paranoïa autour de mon ventre. Ça veut dire que personne ne s'en approchait, même pas un caddie qui arrivait trop vite. J'étais très très prudente, j'avais peur de tout. Le papa de mon fils, pas du tout, très zen, etc. Quand il est venu au monde, on a été suivis et plusieurs fois sur une émission que vous découvrirez dans le livre. Et on a été avec lui sur le plateau de télé. Il a été pris par le présentateur qui était très connu dans les bras. Et à un moment donné, il était tout petit, donc il commence à chouiner un peu. Et là, c'est le papa qui, depuis qu'il était né, était tout ce que j'étais moi avant, en fait, a foncé sur le présentateur pour reprendre son fils, comme s'il était en danger, alors que pas du tout. Son bébé. Genre, non, je le récupère et c'est moi qui m'en occupe. Et ça, c'était assez drôle à vivre, parce que du coup, tout le monde s'est dit, ah tiens, maintenant, ça a changé, en fait. C'était assez drôle. Merci vraiment pour ce beau cadeau. Par contre, où est-ce qu'on peut le retrouver?
Alors, tu le retrouves sur différents sites internet, la FNAC, Payot, France Loisirs et dans différentes librairies aussi, en Suisse et en France. Barbara, merci pour cette générosité. Merci de nous livrer une part de ta vie. Merci de le livrer avec autant de sincérité et surtout de t'engager, non seulement humainement, en tant que personne au sein de ta famille, en tant qu'ami auprès des gens que tu entoures, auprès de tes voisins aussi, en tant que citoyenne. Merci. Merci à toi.